De nombreux employeurs en Italie tombent dans le piège des cours rapides internationaux, achetant des certifications en ligne en quelques heures, mais ils risquent en réalité de lourdes sanctions pénales. Ce phénomène est devenu une préoccupation majeure car le marché numérique est inondé de plateformes étrangères et d'agences qui promettent une conformité facile et à faible coût. Alors que la réglementation italienne, pivotée sur le décret législatif 81 de 2008, opère sur des bases totalement opposées. Elliot, comment cette illusion de commodité peut-elle mener à des conséquences aussi graves, allant jusqu'à la suspension d'activité ou même à l'arrestation en cas d'accident? Ce court-circuit naît d'une incompatibilité fondamentale entre le marché mondial de e-learning et l'architecture rigide de notre législation en matière de santé et sécurité. Lorsque le décret législatif 81 de 2008, connu comme le texte unique, a remplacé l'ancienne loi 626 de 1994, il a consolidé un principe clair. La prévention n'est pas une notion abstraite et universelle, mais un processus qui doit être adapté à la réalité spécifique de chaque entreprise. Les plateformes internationales vendent des packages standardisés, souvent basés sur des directives européennes génériques ou les préceptes de l'OSHA américain, en les présentant comme valables partout. Or, le texte unique italien exige une précision de couturier. Il requiert une distinction nette entre trois concepts que le langage courant et les traductions approximatives des sites étrangers ont tendance à superposer: l'information, la formation et l'entraînement. L'échafaudage légal italien repose sur les accords État-région qui dictent les règles d'engagement pour la formation, établissant les durées minimales, les contenus contraignants pour chaque module, les exigences de qualification pour les enseignants et les critères d'accréditation des organismes de formation. Un cours dispensé par un serveur en Californie ou à Londres ne s'aligne pas, de par sa nature structurelle même, sur ces paramètres croisés. L'écart devient intransfigeable, débouchant sur l'illégalité. Attardons-nous sur cette distinction terminologique et opérationnelle car c'est précisément dans cette zone grise que les entreprises subissent un effondrement légal lors des inspections. Les entreprises sont souvent poussées vers les cours étrangers, non seulement par souci d'économie, mais aussi pour fuir la bureaucratie complexe des parcours italiens qui exigent des salles enregistrées, des enseignants certifiés et des délais allongés. Le problème survient quand on confond la théorie avec la pratique. Un entrepreneur pourrait, en toute bonne foi, penser que montrer à une nouvelle recrue un tutoriel de 20 minutes dans une simulation 3D étrangère équivaut à l'avoir entraîné à l'usage d'une machine. Au lieu de cela, l'article 37 du décret législatif 81 de 2008 trace une ligne de démarcation sévère qui interdit toute interprétation extensive. Si l'agence sanitaire locale effectue un contrôle, l'inspecteur ne se contente pas d'un morceau de papier ou du fichier PDF imprimé, il cherche les preuves tangibles d'un processus d'apprentissage vécu. Quels sont les éléments juridiques qui empêchent qu'une leçon virtuelle ne remplace un authentique entraînement sur le territoire italien? Les éléments juridiques sont à la fois physiques et documentaires. La formation, qu'elle soit en salle ou via le e-learning réglementé, vise à transférer des concepts, des règles et des procédures. L'entraînement, lui, transfère des capacités motrices, opérationnelles et perceptives nécessitant un contact direct avec la matière du risque. L'alinéa 5 de l'article 37 du décret législatif 81 de 2008, modifié en profondeur par la loi 215 de décembre 2021, intervient en fermant tout espace à l'improvisation. La norme établit que l'entraînement doit être effectué par une personne experte et doit avoir lieu en personne sur le lieu de travail. Il se concrétise par une épreuve pratique pour l'utilisation correcte et en sécurité de machines, installations, substances ou équipements de protection individuelle. Il inclut des exercices appliqués pour intérioriser les procédures sûres. La figure de la personne experte ne doit pas nécessairement coïncider avec un formateur qualifié externe. Il peut s'agir d'un travailleur expérimenté ou d'un préposé interne à l'entreprise, à condition qu'il possède une expérience solide et prouvée sur cette tâche spécifique.
Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer l'œil expert d'un collègue qui observe le travailleur manœuvrer une presse pliante en corrigeant la posture de ses mains. Mais la véritable barrière contre les cours étrangères introduite par la loi 215 est l'obligation de traçabilité. Chaque intervention d'entraînement doit être enregistrée dans un registre spécial, également en format numérique, avec date, sujet et signature. En l'absence de ce registre, une attestation internationale perd toute signification devant la loi. L'introduction de ce registre dédié à l'entraînement modifie en profondeur les équilibres de la responsabilité d'entreprise. Avant 2021, la norme mentionnait l'entraînement sur le terrain par du personnel expert, mais l'absence d'une obligation documentaire spécifique rendait la vérification inspectrice difficile, confinée dans de nombreux cas à des déclarations testimoniales ou des rapports génériques. L'obligation du registre transforme une pratique en une preuve irréfutable. Si l'entraînement n'est pas écrit et signé pour la loi, il n'a jamais eu lieu. Pourtant, même en mettant de côté l'entraînement pratique et en nous concentrant exclusivement sur la formation théorique, le marché des certificats faciles ne s'arrête pas. De nombreux employeurs se fient à la rhétorique de la reconnaissance mutuelle européenne ou des standards internationaux, croyant qu'un cours de 4 heures réussi sur un portail de Munich ou de Madrid a une validité universelle. Existe-t-il des mécanismes normatifs précis au sein de notre système qui rejette ces tentatives d'importation formative? Le système de rejet est intégré dans la nature même des accords État-région. En Italie, la formation sur la sécurité n'est pas un marché libre où n'importe qui peut s'inventer enseignant. Les accords, stipulés au sein de la conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes, délimitent un périmètre fermé. Une attestation émise à l'étranger est rejetée parce qu'elle ne satisfait pas aux contraintes d'accréditation institutionnelle. Pour dispenser une formation valide et certifier les compétences, un sujet doit posséder des exigences rigoureuses. À plusieurs reprises, l'accréditation formelle auprès de la région spécifique dans laquelle on opère est requise, à moins que l'organisme ne fasse partie de catégories nationales autorisées, comme les universités, les organismes paritaires ou les associations syndicales comparativement plus représentatives. Le récent accord État-région 59 de 2025 a durci les protocoles. Il a réunifié dans un texte unique la réglementation formative pour les employeurs, dirigeants, préposés et travailleurs. Les fournisseurs internationaux n'ont aucune connaissance de ces barrières bureaucratiques. Ils n'alignent pas leurs modules sur les contenus minimaux obligatoires italiens, ne structurent pas les vérifications d'apprentissage selon nos critères et utilisent des instructeurs qui ne respectent pas les paramètres dictés par le décret interministériel du 6 mars 2013, lequel impose des parcours académiques, formatifs et d'expérience professionnelle pour enseigner la sécurité dans notre pays. La qualification de l'enseignant opère comme une douane formative. Un brillant ingénieur de la sécurité britannique et ne peut pas enregistrer une vidéo et certifier les travailleurs d'une entreprise sidérurgique bresciane, à moins de démontrer qu'il possède les titres énumérés par notre décret interministériel. Cette fermeture normative génère des impacts notables également sur les entreprises étrangères qui viennent opérer en Italie. Une entreprise allemande en sous-traitance sur un chantier italien ne peut pas se baser sur ses propres cartes de sécurité nationale. Elle doit se conformer au titre 4 du texte unique et démontrer une formation équivalente à nos standards. Mais il y a une figure spécifique qui ressent particulièrement ce durcissement des règles, le préposé. Nous parlons de celui qui supervise les activités, contrôle l'exécution des directives et intervient si un travailleur n'utilise pas les dispositifs de protection. Pendant longtemps, la formation des préposés a été dispensée via des modules en ligne préenregistrés, aseptisés, où le seul effort requis était de cliquer sur une flèche pour avancer.
Maintenant, le cadre a changé définitivement, s'éloignant des modèles étrangers fondés sur l'automatisation de la délivrance des attestations. Le cas du préposé incarne la volonté du législateur d'éradiquer la formation de façade. L'article 37, alinéa 7 ter du texte unique, modifié par la loi 215, a introduit une rupture nette que le nouvel accord État-région 59 de 2025 a pris soin de codifier. La formation et la mise à jour du préposé doivent avoir lieu exclusivement en présence. La raison réside dans la délicatesse de sa mission. Il doit développer des capacités relationnelles, de l'autorité et de la réactivité pour interrompre des travaux dangereux, des compétences qui ne s'acquièrent pas en regardant passivement un écran. La modalité e-learning asynchrone, celle sur laquelle se fonde le business des cours rapides internationaux, est explicitement interdite pour cette figure. Les seules exceptions accordées sont la présence physique dans une salle traditionnelle ou l'utilisation de la visioconférence synchrone. Cette dernière est assimilée à la présence seulement pour la partie théorique, car elle garantit l'interaction continue entre enseignants et apprenants, permet de poser des questions en temps réel et assure le suivi constant de l'attention. Si une entreprise s'en remet à un fournisseur étranger, en achetant des packages enregistrés pour ses chefs d'équipe, elle commet une infraction flagrante que les services d'inspection relèveront au premier contrôle. L'interdiction de délégation numérique devient encore plus inflexible quand le focus se déplace sur des travaux à très haute criticité. Il suffit de penser aux travailleurs destinés à opérer dans des espaces confinés, comme des citernes, des silos ou des réseaux d'égouts, ou à ceux qui doivent conduire des machines lourdes et complexes. Le web regorge d'offres pour obtenir le soi-disant permis pour l'usage de l'excavatrice ou de la plateforme élévatrice via des questionnaires remplissables en 20 minutes depuis son canapé. C'est une banalisation du danger qui frise le paradoxe. Sur les chantiers réels, le manque de dextérité aux commandes d'un chariot élévateur génère des accidents mortels. La phase théorique dans ces scénarios est une précondition nécessaire pour accéder à la partie névralgique du parcours formatif, l'épreuve sur le terrain. Quels sont les remparts normatifs érigés par le nouvel accord État-région de 2025 pour garantir que les opérateurs d'équipements spéciaux et les agents des milieux confinés reçoivent un entraînement mesurable et vérifiable? Sur les contextes à haut risque, l'accord 59 de 2025 élimine toute ambiguïté. Pour les travaux en espace confiné, le législateur a décrété que la formation antérieure ne soit reconnue que si elle satisfait pleinement aux nouvelles et strictes exigences. En cas de non-conformité, le parcours n'est pas intégrable, mais doit être répété en entier. Pour les équipements de travail, l'accord établit une dichotomie de fer entre théorie et pratique. Le module théorico-technique requiert des enseignants qui non seulement affichent les exigences générales de 2013, mais qui possèdent une connaissance technique spécifique de cette seule machine. Le module pratique impose des formateurs avec un bagage d'expérience directe et certifié dans l'usage de l'équipement. Cela réduit à néant la validité des tests à choix multiples internationaux. L'opérateur doit monter à bord de la machine. Il doit effectuer la checklist des contrôles préliminaires, simuler des manœuvres à vide et en charge, gérer l'arrêt d'urgence, le tout sous l'œil vigilant de l'instructeur. Les attestations délivrées selon les normes de l'accord 2025 prennent une validité nationale, à condition que tout l'itinéraire, de la durée des sessions aux qualifications de l'enseignant jusqu'aux modalités de vérification sur le terrain, ait été respecté avec précision. Il n'y a pas de place pour les raccourcis du réseau. L'analyse de cet édifice normatif nous conduit à l'évaluation des conséquences légales. Quand un entrepreneur choisit la voie des cours internationaux à bas coût, il ne fait pas face à un simple risque de nature bureaucratique ou administrative. Les violations du texte unique sur la sécurité prennent une importance pénale à travers la forme de la contravention. La gravité de la situation explose au moment où se produit un accident, peut-être avec des lésions permanentes ou une issue fatale. En phase de procès, l'absence d'une formation conforme et le manque du registre d'entraînement se convertissent en pavé accusateur. Dans la procédure pour lésion ou homicide involontaire, avec violation des normes de prévention des accidents,
Le magistrat ne se limite pas à constater l'existence d'un morceau de papier. Une attestation dépourvue des caractéristiques légales requises par le décret législatif 81 de 2008 démontre que l'employeur a agi avec une négligence grave. Choisir la voie de l'économie ou de la rapidité en se fiant à des fournisseurs non reconnus signifie fournir à la magistrature la preuve de sa propre culpabilité organisationnelle. La jurisprudence de la Cour de cassation est cohérente et impitoyable sur ce thème. Les arrêts rappellent à chaque occasion que l'obligation de formation et d'entraînement a une nature substantielle. Le devoir de l'employeur ne s'arrête pas à l'achat d'un service, mais se réalise dans la vérification de son adéquation effective par rapport aux risques concrets présents dans le cycle productif. L'absence du registre des interventions d'entraînement, rendu obligatoire par la loi 215 de 2021, fait office de preuve documentaire du manquement pratique. Sans ce registre, il n'y a aucun moyen de prouver que le travailleur a été guidé étape par étape dans l'apprentissage des postures correctes et des procédures opérationnelles sûres. Il existe un élément de garantie supplémentaire dans le nouvel accord État-région 2025, l'évaluation de l'efficacité de l'activité formative. La norme pousse les entreprises à adopter des modèles d'études sur l'incidence des accidents, en analysant non seulement les accidents, mais aussi les presque-accidents avant et après la formation. Cette approche démontre que l'engagement formatif doit être mesuré sur les résultats concrets sur le long terme, démantelant la logique de la simple leçon virtuelle achetée à l'étranger pour régler les paperasses. La distance entre l'apparence documentaire et la vraie compétence opérationnelle représente l'essence de tout le texte unique. La commodité des cours rapides internationaux attire de nombreuses entreprises en quête de solutions faciles à des obligations complexes. Mais la sécurité sur les lieux de travail en Italie n'admet pas de remise. C'est un système juridique imperméable, structuré sur des accords normatifs minutieux, des enseignants qualifiés, des registres d'entraînement inattaquables et des vérifications pratiques obligatoires. Tenter d'éluder ce système avec des attestations étrangères en e-learning équivaut à mettre en péril la santé des employés et la continuité même de l'entreprise, s'exposant à des enquêtes et des procès pénaux. Envoyez cet épisode à un collègue pour faire connaître les réelles exigences normatives et conjurer les dangers de fausses attestations de sécurité.